Donc, je suis vraiment contente de vous voir, vraiment. On est plusieurs, je suis contente. C'est très excitant pour moi, vraiment, beaucoup et ça me touche beaucoup. En fait, je vais vous voir plus tard parce que là, je vous vois pas. Vous, vous me voyez, mais moi, je vous vois pas. Mais je vous imagine, puis ça me touche vraiment beaucoup parce que c'est vraiment ma mission de vie. Ce que je vais vous raconter, en fait, c'est une partie de moi, c'est une partie de ma vie et c'est vraiment toute cette souffrance-là qui m'a conduit à ma mission de vie. Je sais qu'il y a des gens qui souffrent, qui m'écoutent. Il y a plusieurs personnes, en fait, ça a été fait en réponse à, il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit personnellement parce que, dans le fond, les gens voulaient savoir ce que j'avais fait parce qu'il y a beaucoup de gens, je sais, qui sont dans ma situation et à l'époque, j'aurais tellement aimé avoir quelqu'un pour me dire qu'est-ce qu'il a fait pour réussir à aller de mieux en mieux. On ne parle jamais de guérison, on n'est pas des charlatans, on ne veut pas faire semblant qu'on va vous donner un traitement miracle. Non, il n'y aura pas de traitement miracle ce soir. Vous allez voir tout ce que j'ai fait, puis ce que je continue à faire pour toujours aller de mieux en mieux. Mais je vais très bien depuis des années, là. Mais justement, je ne veux pas retomber et je veux, et vous allez voir dans le fond, dans le fond, j'ai réalisé qu'est-ce qui a fait que je me suis rendue là. Donc, je ne vais pas y retourner, ça c'est sûr et certain. Donc, soyez patients avec moi. C'est la première fois que je fais cette présentation. C'est très émotif aussi parce que justement, je retourne dans des endroits où ça a été douloureux. Mais si c'est pour le bien de quelqu'un, ça serait juste, ne serait-ce que ce serait une personne, ça aurait valu la peine de lui redonner espoir et puis de lui permettre de prendre la bonne direction. Donc, je vais partager mon écran pour commencer. C'est ma fille, en fait, qui vous a préparé une belle présentation. Ma fille, qui a vécu tout ça avec moi naturellement, qui a 27 ans aujourd'hui. Alors, vous allez comprendre. Donc, on commence. Tout est beau, tout est beau. De toute façon, j'ai des co-hosts qui vont me faire signe s'il y a quelque chose qui va moins bien. Donc, vous pouvez toujours écrire dans le chat, comme je disais tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui voit tout ce que vous écrivez et note tout. Donc, et il y a aussi une personne que je vais vous présenter tout à l'heure, importante dans ma vie, qui est là pour aussi répondre à vos questions plus scientifiques avec moi à la fin, parce qu'il va y avoir une période de questions d'à peu près une trentaine de minutes. Donc, on commence. Alors, c'est ça. Comment je me suis guérie, en fait, en 10 étapes? C'est plus que 10 étapes, honnêtement, mais c'est juste qu'il fallait, à un moment donné, que j'arrête, hein, parce que je pourrais vous parler jusqu'à demain matin. Donc, en fait, excusez, ça commence bien, j'ai passé. Ici, la personne importante dont je vous parlais tout à l'heure, c'est Liliana. Liliana Suchiu, en fait, ça fait des années, depuis 2006 qu'on se connaît, même peut-être, non, avant 2006. En fait, c'était mon professeur de pathologie quand j'étudiais en naturopathie. Donc, quand vous allez comprendre mon histoire, vous allez voir qu'à un moment donné, je me suis mis à étudier la naturopathie pour aller mieux et la naturothérapie. Et puis, elle, c'était mon professeur de pathologie. En fait, elle est formée en médecine et en naturopathie. Donc, elle est médecin en Europe et naturopathe au Canada. Et elle aussi, elle a vécu beaucoup de souffrances et ce qui a fait que notre mission commune s'est développée ensemble. C'est notre mission commune qui a fait ensemble qu'on se rejoigne et puis qu'on s'aime et qu'on ait envie de faire une différence dans la vie des gens parce que toutes les deux, on est retournés à la santé. Donc, c'est pas ce qu'on avait appris. On croyait pas que c'était possible, mais maintenant que c'est possible, on a décidé vraiment de dévouer notre vie à ce niveau. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui avec Zone de mieux en mieux. Donc, ici, on voit une photo de moi quand j'étais petite. Et si j'ai de la famille qui m'écoute, je pense qu'elles vont être très touchées parce que une des personnes les plus importantes dans ma vie, les plus significatives, c'était un grand homme. En fait, c'était mon grand-père. Et ça, c'est moi. On me voit, j'ai 5 ans et je suis en train de pleurer parce que moi, j'habitais sur la rive sud de Montréal, puis lui habitait à Québec. Donc, il était très, très important pour moi. Il m'enseignait tout. C'est un homme de foi qui donnait beaucoup généreusement, qui disait, Isabelle, plus tu donnes, plus tu reçois, qui m'enseignait beaucoup de leadership. C'était un agronome. C'est un homme très important, très respecté, très influent, mais qui se mettait à genoux pour jouer avec moi à cachette, à n'importe quoi. Puis c'était vraiment un sage. Donc, ça a été une personne qui a finalement, il m'a même aidé à trouver mes cours, choisir mes cours à l'université. J'ai étudié en biologie moléculaire, biotechnologie. Et bon, lui connaissait les cours, il avait fait
certains des cours qu'ils avaient fait ou qu'il avait fait aussi. Donc c'est vraiment un guide pour moi. Donc tout ça pour vous dire que, cet homme-là, après quelques années, en fait, quand j'ai eu, dans la vingtaine, dans la jeune vingtaine, il est tombé malade parce qu'il avait fumé dans sa vie et il a eu un cancer du poumon. Et donc, ça a été en fait, ma famille a voulu me préserver parce qu'il m'appelait sa petite fleur bleue, sa petite fille. J'étais la plus vieille, la première. Et moi, c'était un homme fort et tout. Puis moi, je pensais pas que mon grand-père pouvait dépérir comme ça. Je savais qu'il avait un cancer, mais je connaissais pas ça, tout ça. Et donc, ils ont vraiment attendu à la dernière minute. Il s'est fait enlever un poumon, tout ça. Bon, il avait l'air bien, mais finalement, il s'est mis à dépérir. Et puis, ils ont attendu à la dernière minute pour me permettre de le voir. Et quand je l'ai vu à la Maison Victor Sarrazin à Québec. Et ou une maison pour les mourants, là, pour les personnes en soins palliatifs de fin de vie. Et quand je l'ai vu, qu'il était rendu meg puis que j'étais tellement sous le choc que, mon corps tremblait, là, je n'étais pas capable d'arrêter de trembler. Donc ça a été quelque chose et puis il est décédé. Donc ça a été quelque chose qui m'a affecté beaucoup, beaucoup dans ma vie et qui m'a fait un choc, honnêtement. Ça a vraiment bouleversé ma vie. Et donc, tous les détails que je vais vous nommer, c'est important parce qu'en médecine holistique, en santé holistique, tout ce qui arrive dans notre vie compte et peut être des déclencheurs de certaines choses. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous raconte mon histoire avec tant de détails. Alors, par la suite, imaginez, à 24 ans, j'ai eu une grosse tristesse. Il avait eu un cancer du poumon. À 30 ans, j'ai été diagnostiquée avec un cancer du poumon et je ne fumais pas. Donc, euh, ça a été très, très difficile d'apprendre ça parce que, en fait, moi, j'avais des enfants, des jeunes enfants, et puis ma dernière avait 6 mois quand j'ai été diagnostiquée avec un cancer du poumon. Et c'est quand j'étais peut-être justement 24 ans, 25 ans, que j'ai commencé à prendre des pompes, à vraiment avoir de la misère, faire de l'asthme. J'avais plein de problèmes qui commençaient à arriver, avoir des allergies que je n'avais pas avant et tout. Et ça a continué comme ça. Là, je suis tombée enceinte. J'ai commencé à cracher, je pense que je crachais du sang. Puis après ça, ça a arrêté. Après ça, c'est ça, j'ai fait une fausse couche. Et ensuite, je suis tombée enceinte de ma fille. Et là, quand je suis tombée enceinte de ma fille, ben là, je crachais vraiment du sang. Et j'ai accouché, en fait, en crachant du sang. Donc, ça a été quelque chose. Et donc, quand j'ai perdu mon grand-père, en fait, par la suite, le premier enfant que j'ai eu, c'est mon fils Mathieu. Et justement, ça allait tellement mal, je prenais déjà des médicaments et tout, comme je disais, et puis que j'ai eu, la grossesse s'est mal passée. Puis par la suite, j'ai accouché en césarienne parce que le bébé manquait d'oxygène. Et par la suite, mon fils a fait l'épilepsie du nourrisson. Donc, on dirait que ma vie commençait vraiment à dégénérer, là. Et comme par la suite, comme je vous ai dit, j'ai perdu un enfant, puis ensuite, j'ai eu ma fille et puis j'ai fait de l'hémoptysie massive, donc des crachats de sang de façon massive quand j'ai accouché en césarienne. Et par la suite, bien, ça faisait au moins 1 an et demi. Je pense que j'ai eu 150 consultations. Puis je sais qu'il y a des gens qui sont mal pris, qui sont désespérés aujourd'hui parce qu'ils font des consultations, puis on ne trouve rien. Ils ont mal partout. On leur donne des antidépresseurs. On pense que c'est dans leur tête. On leur donne des pompes, des antibiotiques. Je le sais, je connais la situation. Puis surtout que maintenant, on a de la misère à avoir un médecin, c'est encore pire. Donc, c'est pour ça que je vous raconte tout ça en détail. Et par la suite, quand j'ai, avant d'avoir le cancer du poumon, en fait, quand j'ai fait toutes ces consultations-là pendant un moment donné, personne ne me prenait au sérieux. Puis, à un moment donné, je crachais tellement de sang que mon médecin généraliste elle m'a dit: «OK, là, ça suffit, Isabelle, change d'hôpital», parce que j'allais toujours au même hôpital. Il m'a hospitalisée un peu. Il me disait que c'est une dilatation des bronches, que je ressortais avec plein de médicaments qui ne servaient à rien. Puis finalement, j'ai changé d'hôpital. Puis, 1 an et demi après, il y a un petit médecin, docteur Tam Leduc, qui est décédé, aujourd'hui malheureusement, qui, m'a pris au sérieux
Et lui a décidé en fait, j'ai demandé une bronchoscopie pour qu'ils aillent voir à l'intérieur de mes poumons, enfin, parce que ça avait pas d'allure que je vomisse du sang comme ça, puis que personne ne faisait rien. Et lui a accepté et c'était le 22 décembre, je pense, ou le 23 décembre. Il m'a passé l'examen, puis j'entendais quand il me passait l'examen, il disait: «Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu». J'entendais juste ça. Et là, lui a pas eu le courage de venir dans la chambre pour me dire, mon diagnostic parce que j'avais des petits-enfants qui étaient sur le bord de mon lit, mon bébé, puis mon petit garçon. Et il est reparti, puis il a fait venir un stagiaire pour, me dire que j'avais une tumeur bénigne. En fait, c'était pas une tumeur bénigne, c'était une tumeur endocrine, carcinoïde du poumon gauche, en fait, du poumon. Et puis, là, on m'a transférée à l'Hôtel-Dieu, un autre hôpital avec, un chirurgien de renommée et les médecins se parlaient avant parce qu'ils m'ont raconté l'histoire après, mais les médecins se parlaient avant, puis, semble-t-il qu'entre eux, ils disaient: «Ça sert à rien que je l'opère, elle va mourir». Puis c'était des discussions comme ça qu'il y avait. Donc quand je suis arrivée le 23 au soir, à l'hôpital, en ambulance, quand ils m'ont transférée d'hôpital, j'étais avec, ma meilleure amie, celle qui avait la maison où j'étais quand je pleurais, là, quand vous m'avez vue, pleurer chez la voisine, là, parce que mon grand-papa s'en allait. Donc c'est vraiment comme ma sœur, mon amie d'enfance qui est à côté de moi pour m'épauler dans tout ça. Puis, quand le médecin est arrivé, le chirurgien, moi j'ai dit: «Ben, j'ai une tumeur bénigne, tu sais, vous allez», là, lui, il a dit: «Non, non», il dit: «C'est pas bénin». Il dit: «C'est pas une tumeur bénigne», il dit: «Le poumon gauche est atteint». Puis il dit: «Une partie de la membrane cardiaque, puis une partie du poumon droit». Alors, puis j'ai dit: «C'est quoi les options?» Fait que là, il dit: «C'est la chirurgie», mais il ne pouvait pas tout m'enlever. Donc, ils m'ont dit: «On va t'ouvrir puis on va voir ce qu'il y a à faire». Mais eux, ils savaient que j'étais finie. Donc, une autre chose qui est quand même très émouvante pour moi, c'est que quand, j'étais avec mon ami et quand j'étais petite, justement, ces gens-là étaient très, très croyants dans cette petite maison bleue-là que vous avez vue. C'est des gens très, très croyants, fait qu'ils m'amenaient partout, puis eux, ils étaient tous, les frères, les sœurs, c'était des frères, des pères, des missionnaires, tout ça. Donc, j'ai été élevée un peu dans cette famille-là, c'était comme un peu mes deuxièmes parents. Puis il y avait un des frères de madame Lauzon qui était, le père Émilien Tardif, il y en a peut-être qui le connaissent. En tout cas, quand il c'était un grand personnage. Quand il venait ici, il remplissait leur stade olympique parce qu'il y avait des ministères il était dans un ministère de guérison, puis il y avait plein de guérisons, tout ça qui se faisait. Donc, en tout cas, tout ça pour dire que mon ami, son frère à mon ami a appelé mon oncle Émilien quand ils ont su ça et il est en République dominicaine et mon oncle Émilien, il a dit: «Je sais pas pourquoi vous êtes inquiet pour Isabelle, je suis pas inquiet du tout, moi». Fait qu'à partir de ce moment-là, c'est comme si j'ai repris la foi et j'ai eu la foi que j'allais m'en sortir. Donc, le lendemain matin, le 24 décembre, ça, c'était le jour le plus important pour mon grand-père et moi. Le 24 décembre, j'ai été opérée. Alors, en arrivant entre la salle d'opération puis la c'est comme à un moment donné, tu te retrouves toute seule, là. Et puis là, j'ai commencé tu sais, il y a pas beaucoup d'athées aux soins intensifs. J'étais croyante, là, mais pas tant que ça. Mais là, dans ce temps-là, là, c'est vraiment prouvé, là, que les gens se mettent à marchander leur vie, là. Tu sais, là, genre, s'il y a quelqu'un, là, fait quelque chose, puis fait que j'ai commencé à marchander ma vie. J'ai commencé à dire que, OK, mais je voulais vraiment être là pour élever mes enfants parce que moi, dans ma tête, c'est pas moi qui mourrais, c'était mes enfants parce qu'ils devenaient orphelins. Fait que je me suis dit: «Laisse-moi la chance, tu sais, de pouvoir, voir mes enfants grandir et jusqu'à temps qu'il ait 18 ans au moins. Puis ma vie va changer, puis ma vie vraiment va être, je vais redonner, puis je vais toujours être en mission de vie. Tu sais, ça ne sera pas pour rien la vie, parce que je n'étais pas nécessairement tant heureuse avant d'avoir le cancer. J'avais pas une vie super heureuse, puis je n'étais pas en gratitude de vivre tant que ça. Et puis là, c'est ça, on m'a opérée et puis là, quand on m'a opérée, bien, on a vu que, finalement, en tout cas, ça a été difficile l'opération, là. J'ai failli y rester, semble-t-il, tout ça, mais finalement, quand ils m'ont ouvert, ils ont vu que le poumon gauche était atteint, mais qu'ils ont été capables d'aller jusqu'au cœur, mais la membrane cardiaque était correcte, puis le poumon droit aussi. Fait qu'ils ont pu m'enlever le poumon gauche et me sauver. Donc, moi, je dis que j'ai un poumon humain, un poumon divin depuis. Donc, j'ai été sauvée. Alors, c'est vraiment pas tout le monde qui a cette chance-là, mais c'est une chance extraordinaire. Puis depuis ce temps-là, ma vie, elle a complètement changé. Puis là, ici, on voit Émilien Tardif, le père Émilien. C'est pour ça que je veux lui rendre hommage parce que c'est lui qui m'a vraiment donné la foi.
Et là, maintenant, on voit mes enfants, en fait, mes enfants qui étaient tout petits, que là, ma fille Camille, mon fils Mathieu, mon mari Ted, c'est un autre mari, en fait, et ma belle-fille, Josiane, de qui je suis restée proche, et maintenant, je suis une grand-maman avec des petits-enfants. Donc je vis toutes les journées que je vis de plus, c'est comme une chance, une gratitude extraordinaire. En fait, je suis en gratitude et puis là, je vous en parle, puis je suis encore plus en gratitude parce que des fois, on oublie, hein, on pense pas à ça, puis on chiale comme tout le monde. Mais ça me permet aujourd'hui d'être en gratitude plus que jamais, hem, par rapport à tout ça. Et donc, j'ai dit: «OK», j'avais promis que ma vie allait changer, donc maintenant, j'avais l'impression qu'il fallait que je redonne pour continuer à vivre. Donc, j'ai décidé d'aller, en fait, pour avoir mes suivis, parce que c'est un cancer rare, alors les médecins ne savaient pas trop comment j'aurais un suivi là-dessus. C'est un cancer endocrinien du poumon. Donc, il fallait que je trouve un spécialiste. Comme scientifique, moi, il fallait que je trouve un spécialiste de ça parce que je voulais m'en sortir, j'avais peur de la récidive, je ne voulais pas que ça revienne. Donc, je voulais vraiment savoir comment tout appliquer pour faire avoir un bon suivi. Donc, c'est là que, j'ai téléphoné à la Société canadienne du cancer, au service d'information sur le cancer et là, il y a une spécialiste qui m'a répondu, qui m'a aidée à faire des recherches, en tout cas, des vraies recherches et j'ai finalement trouvé mon spécialiste qui pouvait me faire un suivi. Donc, à un moment donné, je me suis dit, avant de m'ouvrir les yeux, à un moment donné, un matin, je me suis dit: «OK, c'est la façon que moi je vais redonner, c'est comme ça. Je suis scientifique, je veux aller travailler comme spécialiste en information sur le cancer pour aider d'autres gens qui sont aux prises avec le cancer, qui ne savent pas quoi faire et cetera, les aider dans leur choix de traitement et tout» et c'est ce que j'ai fait pendant quelques années. J'étais super heureuse et tout, pendant quelques années, je me sentais vraiment remplie d'aider les gens et j'avais rien changé de mon style de vie, là. J'étais juste en gratitude parce que j'avais été sauvée, mais j'avais rien changé de mon style de vie et naturellement, comme j'avais rien changé de mon style de vie, bien la souffrance est revenue. Mais là, on croyait que c'était une récidive du cancer et donc ça a recommencé le même processus. J'avais mal partout, je consultais, on trouvait rien, je prenais des antidépresseurs, la même chose, je l'ai revécu une autre fois, 2 fois et pendant longtemps. Puis je cherchais, puis on trouvait pas, puis tout ça, puis les médicaments, puis et cetera et ma vitesse de sédimentation était tellement haute, j'avais tellement d'inflammation à un moment donné, on avait peur que je perde la vue. On m'a fait des biopsies des artères temporales. En tout cas, il y a rien que j'ai pas, eu comme test puis vécu. Hem Puis aussi, ce qui est difficile dans cette période-là, c'est qu'à un moment donné, quand tu souffres comme ça, tu souffres tellement, tu as tellement mal partout, tout ça, tu comprends pas pourquoi tu vis, je comprenais pas pourquoi j'avais été miraculée pour souffrir autant que ça. Puis mes enfants étaient petits, il fallait que je m'en occupe, il fallait que je travaille, puis j'avais des douleurs épouvantables. Donc, à un moment donné, c'est comme si tu perds espoir un peu, parce surtout que les gens, ils te regardent comme si tu étais une victime, puis que tu te plaignais pour rien. Des fois, tu dis aussi: «Je passais», puis les gens, tu sais, ils disent: «Allô, ça va bien?» Mais moi, même si je disais non, les gens continuaient à marcher pareil, tu sais? Donc c'est des choses qu'on vit comme ça, qu'on est tout seul avec notre souffrance et c'est très, très difficile. C'est inhumain dans le fond et à un moment donné, j'ai eu le fameux, diagnostic de fibromyalgie, hein, et comme plusieurs femmes ont, et puis, là, au moins j'étais contente parce que j'avais un diagnostic, c'était pas dans ma tête et puis, j'ai décidé de faire ce qu'il fallait pour m'en sortir et la seule chose que je connaissais, ben, c'était les traitements habituels, les médicaments. Donc, pour être capable de faire mes journées, bien, je prenais beaucoup de médicaments. Je prenais jusqu'à 85 milligrammes de cortisone par jour. Donc la photo que vous voyez ici, c'est moi, dans la jeune trentaine. Donc, j'étais pas grosse à l'époque, c'est juste que j'étais tellement déformée par les médicaments. J'étais même moins grosse que maintenant, mais j'étais tellement déformée par les médicaments que j'avais l'air de ça. Je dormais plus, il y avait des effets secondaires terribles, mais tout le monde me regardait, mes amis, tout ça, il y avait de la peine, puis il y avait peur presque, mais moi, je recommençais à être un peu heureuse parce que je pouvais recommencer à vivre normalement, mais j'étais en train de me décomposer dans le fond et j'ai une amie qui est physiothérapeute qui était un ange comme pour moi parce qu'elle me dit: «Écoute Isabelle, ça suffit». Elle voyait la détérioration. Elle a dit: «Moi, nous, quand on ne sait plus quoi faire avec nos patients, on les envoie voir
un ostéopathe. Mais moi, tout ce qui finissait par patte, j'avais quasiment été formée pour pas croire à ça et pour avoir peur de ça. Donc, tout ce qui finissait par patte, naturopathe, ostéopathe, en tout cas, je partais à courir, c'est souvent ça que je dis. En fait, je me fermais à ça et ça m'a pris, en fait, 2 maladies pour accepter de m'ouvrir aux sciences naturelles. Puis là, je vois sur Internet des gens qui m'écrivent encore ou qui écrivent des commentaires en dessous des posts que c'est encore du charlatanisme, des choses comme ça. Les gens, vraiment, là, c'est vraiment grave quand ils pensent encore comme moi je pensais il y a 20 ans, là. C'est rendu grave, là. Parce que c'est tellement pas ça. C'est tellement plus ça, puis c'est tellement basé sur la science maintenant, de plus en plus. C'est comme, parce que quand on découvre, souvent, là, il y a des choses qui se disaient en naturopathie auxquelles on ne croyait pas, mais là, c'est prouvé scientifiquement 20 ans après. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut attendre 20 ans puis souffrir pendant 20 ans avant de l'essayer? C'est ridicule. Donc, euh, donc, je vous encourage vraiment à vous ouvrir l'esprit avant, pas faire comme moi j'ai fait. Mon amie m'envoie voir cette ostéopathe-là. Et cette ostéopathe-là, elle a commencé à me faire des manipulations qui faisaient en sorte que quand je sortais de son bureau, sa clinique, j'avais mal, c'était épouvantable. Ça me prenait quasiment des jours à m'en remettre. Sauf qu'après, j'étais capable d'espacer mes doses de plus en plus de médicaments. Je me suis dit, je vais continuer, ça marche. Je ne crois pas à ça, mais ça marche. J'ai moins mal au bout de la ligne. Donc, j'ai continué pendant peut-être 9 mois. Et elle, pendant ce temps-là, elle a commencé à prendre de la crédibilité à mes yeux parce que vu que ce qu'elle faisait, ça marchait. Tu sais, je pouvais avoir des migraines parce que j'avais aussi des migraines. Je pouvais avoir des migraines, elle me jouait après les pieds. Tu sais, il y avait des affaires pour moi, qui ne faisaient pas de sens, mais je me suis dit, gars, Isabelle, de toute façon, toutes tes affaires, ils n'ont jamais marché. Ton sens n'a jamais marché. Alors, écoute ce qu'elle te dit, tu sais. Donc, elle me parlait des jus verts. Elle se faisait toujours des jus verts. Elle me disait, les gens qui étaient aux prises avec des maladies comme toi, là, les maladies dégénératives, c'est des gens qui étaient carencés en antioxydants. Puis, fait que moi, je lisais un peu sur les antioxydants avec le cancer, là, parce que je lisais beaucoup d'articles scientifiques sur le cancer. Puis ça m'intéressait tout le temps, là. Je gardais les journaux de côté, là, les antioxydants dans les aliments, puis qu'est-ce que ça faisait sur le... Ça m'intéressait tout le temps, mais là, je commençais à y aller encore de plus en plus. Et c'était vraiment vrai ce qu'elle disait. Fait que là, je me suis dit, OK, j'ai été assez innocente pendant assez d'années. Moi, je vais aller voir c'est quoi que je ne sais pas. Donc, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai commencé en fait, à m'intéresser aux autres médecines. Parce que dans le fond, ce que je comprenais pas, puis il y a beaucoup de monde qui pense encore comme ça aujourd'hui, c'est ça qui... En tout cas, ça commence à changer, là. Il y a plein de médecins qui commencent à vraiment rentrer dans les médecines intégratives. C'est fou, surtout depuis la COVID, les dernières années, là. C'est fou le nombre de médecins qui s'en viennent en médecine intégrative. On dirait que tout le monde a vu clair sur plein de choses. Puis là, on a compris l'importance d'être autonome face à notre santé et l'importance des médecines intégratives. C'est quoi les médecines intégratives? C'est le mélange des deux, le meilleur des deux de la médecine traditionnelle et de la médecine naturelle. C'est sûr qu'on ne veut pas, comme je disais dans une de mes pubs, je voudrais pas, quand j'avais le cancer, là, en train de mourir, là, je ne voulais pas me retrouver devant un naturopathe, hein, ça c'est sûr. Mais par contre, comme je disais, si je m'étais retrouvée devant un naturopathe avant, peut-être que je ne me serais pas retrouvée avec ces 2 maladies dégénératives-là. Donc, ça va ensemble, un complémente l'autre. Dans la médecine traditionnelle, on est super bon, efficace, faire des diagnostics. On est bon dans l'urgence, on est bon pour faire plein de choses, là, pour faire des chirurgies, tout ça. Mais c'est un peu plus faible au niveau des maladies dégénératives, hein. C'est plus la médication, après ça, on fait quoi? Il n'y a plus rien. Alors qu'en médecine naturelle, c'est les habitudes de vie. On travaille sur la santé. On ne va pas diagnostiquer. On s'intéresse plus à la cause, à ce que c'est quoi que tu as fait, c'est quoi que tu as eu comme choc, c'est quoi que tu n'as pas fait, c'est quoi. Donc, c'est à ça qu'on s'intéresse, puis on essaie de retrouver l'homéostasie, redonner l'équilibre dans le corps parce qu'on croit que le corps est quand même capable de faire le travail de guérison par lui-même aussi. Alors, la combinaison des 2 médecines, c'est ça que j'ai compris. Et donc, j'ai décidé d'aller étudier en médecine naturelle pour apprendre pour voir l'autre côté de la médaille. Et mon objectif, à l'époque, je me disais, OK, là, j'aide les gens qui ont le cancer avec la médecine traditionnelle, mais là, j'aimerais ça les aider avec la médecine naturelle aussi, basée sur des vrais faits. La médecine, c'est soit basée sur la science, mais aussi, c'est sûr que le savoir des anciens est quand même important. Il ne faut pas rejeter ça. Le savoir empirique, hein, d'année en année, de génération en génération, c'est quand même quelque chose qui compte d'important.
Et donc, justement, on va parler d'Hippocrate, le père de la médecine, hein. C'est le serment d'Hippocrate que les médecins font, que les naturopathes font quand ils finissent leur cours. Et c'est ça qu'on doit respecter, mais je pense qu'on s'est éloigné beaucoup de ça. Et ça, c'est quelque chose, quand on a une grosse maladie comme ça, là, ça peut pas être facile comme ça de soigner. Ça marche pas comme ça, hein. Si ça fait plusieurs années qu'on est malade, ben, ça prend plusieurs mois, plusieurs années à soigner. Donc, lui, ce qu'il disait: «Avant de soigner quelqu'un, demandez-lui s'il est prêt à abandonner les choses qui le rendent malade». Et il y a plusieurs personnes qui sont pas prêts à abandonner les choses qui les rendent malades. Il faut vraiment que la souffrance soit rendue grosse, 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 souvent qu'on soit dans le fond, là, pour qu'on se dise: «OK, là, je vais faire ce que c'est n'importe quoi, là, je vais abandonner n'importe quoi, ça ne m'intéresse plus. Il n'y a plus rien qui m'intéressait qui m'intéresse». C'est trop cher à payer. Donc là, comme je disais, l'étape 1, je me suis éduquée. J'ai commencé à étudier en naturothérapie, la nutrithérapie, la phytothérapie. Et ce que j'ai appris quand je suis rentrée là-bas, moi qui étais habituée à des universités, puis à des congrès pharmaceutiques, puis des choses comme ça, quand je suis rentrée là-bas, j'avais l'impression, pour étudier, là, j'avais l'impression que je rentrais, il fallait que je me parle, je me parle, je me parle, ben, j'avais l'impression que je rentrais dans une maison. Tu sais, tellement que c'était tellement pas pareil avec des gens, tu sais, des gens tellement simples, peu, tu sais, dans mon temps, on disait des granolas un peu, tu sais, genre, c'était tellement pas mon genre, puis là, ben, j'étais obligée de me parler, me parler, me parler pour rester. Et ben, par contre, quand j'ai commencé à étudier la sagesse de l'homme qui m'a enseigné, je pense que ça doit être un des plus grands noms en naturopathie, au Québec, docteur Jean-Claude Rodet, et peut-être en France aussi, c'est un Français. C'est un homme sage, je ne sais pas combien il a de doctorats, un homme, il me faisait penser à mon grand-père un peu par sa sagesse. On dirait que je retrouvais un peu ce que je retrouvais avec mon grand-père. Sa logique, sa sagesse, toutes ses connaissances, je pense qu'il est agronome lui aussi, entre autres. Et donc, tout ce qui il nous donnait des phrases comme ça: «L'homme creuse sa tombe avec ses dents». Thomas Moffett, ça a été écrit dans les années 1600. Il y avait beaucoup de médecins qui voyaient clair à l'époque. C'est fou. Et puis, donc ça, j'ai compris ça. Donc, une des premières choses qu'on a faites, en fait, en naturopathie, la première chose qu'on a appris, c'est à retirer les aliments qui me faisaient du mal, malsains, raffinés, et à les remplacer par des aliments complets. C'est ça qu'on a appris. Je vais vous donner des exemples. C'est ça que j'ai fait. Parce que moi, mon cours me servait à me guérir. Je savais même pas que j'allais faire une carrière là-dedans. Moi, j'ai pris ces cours-là pour me guérir, pour aller toujours de mieux en mieux. Et j'ai fini par en faire une carrière. Donc, j'ai commencé les huiles. Là, il y a je vois des gens encore qui prennent des huiles dans des bouteilles de plastique comme ça, transparentes. L'huile n'est pas de bonne qualité. L'huile est oxydée, premièrement, et tout ce qu'il y a dans le plastique mixe dans l'huile qui nous rend malade. Donc, on nous a appris à prendre des bonnes huiles pressées à froid, des huiles vierges pressées à froid et dans des contenants foncés en verre. Des choses comme ça que j'ai faites. Ça n'était pas tellement difficile de changer des choses comme ça, mais je commençais à être de plus en plus en santé. Et le pain blanc, par du pain complet, moulu sur meule de pierre, le chocolat, je me garochais, je manquais de magnésium, moi, fait que je mangeais des boîtes de chocolat pendant que j'étudiais. J'étais toujours en rage de faim, j'étais toujours fatiguée, c'est pas pour rien. Et par du chocolat noir, qui a beaucoup de propriétés au niveau de la santé. C'est des choses comme ça que j'ai appris à faire une par une au début. Le médecin du futur ne prescrira pas de médicaments, mais intéressera ses patients aux soins du corps humain, à l'alimentation et à la cause et à la prévention des maladies. Encore une fois, Thomas Edison. Mais moi, je pense qu'on est rendu vraiment là aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a tant de médecins qui veulent vraiment faire les deux maintenant, qui vont refaire des études, qui s'intéressent vraiment aux médecines intégratives, à la médecine fonctionnelle, aux médecines naturelles et tout. Et ça, c'est vraiment un grand bien et de plus en plus de gens s'en vont vers cette direction-là parce que c'est la solution. Donc, l'étape 3, j'ai mis de la vie dans mon assiette. Donc, j'ai commencé à prendre mes proportions dans mes assiettes étaient différentes d'avant. Là, des légumes, il y en avait au moins 50. Des fois, ça allait même plus, jusqu'à 80 dépendamment des saisons. Mais des légumes, il y en avait. Et on va voir pourquoi ça a fait une si grosse différence dans ma vie, puis pourquoi c'était important. Que ton aliment soit ton médicament, Hippocrate. Hein? Ça, je pense qu'on a complètement oublié ça. Nous, on pense qu'on mange parce que c'est bon. Ça nous donne de l'énergie, puis c'est tout. Mais c'est vraiment pas ça. Vous allez voir tout à l'heure, la science démontre des choses incroyables aujourd'hui. Donc,
j'ai intégré des super aliments qui sont des bleuets du Québec, extraordinaires, les petits fruits, les pommes grenades, le brocoli, l'ail, toutes ces choses-là, là, intégrées. Plus c'est coloré, mieux c'était. Plus j'en mettais dans mon assiette. Il y a des gens maintenant qui disent qu'ils ne veulent plus manger de légumes, ils veulent juste manger des viandes et des choses comme ça. Moi, je trouve ça, en tout cas, je vais vous expliquer après, puis vous allez voir pourquoi c'est une des pires choses à faire. Et donc, maintenant, on découvre, la science a démontré que les aliments sont des messages. C'est pas seulement des calories puis des sources d'énergie, puis une calorie égale pas à une autre calorie. Les messages sont les aliments sont des messages envoyés au corps, envoyés à nos cellules. On parle beaucoup de... Moi, quand j'ai étudié en biologie moléculaire, on parlait du génome. On voulait savoir quel gène faisait quoi. Mais là, maintenant, c'est rendu beaucoup plus loin que ça. On parle d'épigénome, d'épigénétique. Donc, la bonne nouvelle, en fait, c'est que malgré que dans vos gènes, vous ayez hérité de telle chose qui n'est pas nécessairement favorable, ça ne veut pas dire que vous allez le développer parce que ça ne compte pas pour beaucoup comparativement au style de vie qui va avoir une action sur vos gènes. Donc, si par exemple, je m'explique, on prend deux jumeaux qui ont les mêmes gènes, mais qui vivent dans des environnements différents et qui mangent de la nourriture différente. Bien, ce qui va arriver, c'est que dépendamment, par exemple, de leur style de vie au niveau alimentaire, bien, ce qu'ils vont manger, les aliments qu'ils vont envoyer à leur corps et à leurs cellules vont agir comme des messages. Et certains vont développer la maladie et d'autres non. Pourquoi? Parce que toutes ces molécules-là au niveau des aliments, c'est pas juste au niveau des aliments, hein. L'épigénétique, quand on parle de l'épigénome, l'épigénétique, ça peut être aussi au niveau des stress qu'on vit, au niveau de si on fume ou non, au niveau de si on est aimé ou non. Il y a plein de choses qui rentrent maintenant, mais on les connaît, les facteurs qui font qu'on va favoriser le travail des gènes qui agissent en notre faveur plutôt que des gènes qui agissent en notre défaveur. C'est comme si on avait des interrupteurs sur nos gènes. Et puis les deux jumeaux, bien, vu qu'ils ont eu des styles de vie différents, il y en a un que son interrupteur s'est allumé puis a développé la maladie et l'autre, son interrupteur est resté fermé. Pourquoi? À cause de ce qu'il a mangé, à cause de tous les phytonutriments, toutes les petites molécules qui vont envoyer des messages. Il y a des récepteurs au niveau de nos cellules. C'est un processus de signalisation cellulaire, ça. C'est des récepteurs au niveau de nos cellules qui vont agir comme un phénomène de clé-serrure. Puis quand la molécule arrive sur le récepteur, il va y avoir des signaux qui vont être envoyés dans la cellule jusque dans le noyau où se trouve notre, euh, notre ADN, en fait, c'est comme notre empreinte génétique. Donc, ça, c'est comme une grande bibliothèque, l'ADN, où il y a plein de messages. Et puis, dépendamment des messages qui vont être envoyés, l'ADN va s'ouvrir, puis il va y avoir des protéines qui vont être fabriquées ou des interrupteurs qui vont être ouverts ou fermés. Donc, on a la possibilité, avec notre style de vie, de contrôler ces interrupteurs-là pour notre bien ou pour notre défaveur. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment extraordinaire parce qu'on a vraiment un pouvoir sur notre vie. Et les molécules alimentaires aussi ont aussi une influence sur l'inflammation. On va le voir tantôt, aucune maladie ne pourrait exister sans la présence d'inflammation. Donc, il y a des molécules qui peuvent diminuer l'inflammation, d'autres qui peuvent favoriser l'inflammation, nous mettre en inflammation, nous mettre en feu. Moi, mon corps est en inflammation. J'ai eu le cancer, les maladies, la fibromyalgie. C'est sûr que j'étais en inflammation, puis je n'avais rien fait pour arrêter l'inflammation. La seule chose que j'avais fait, bien, en fait, c'est comme si c'est ça qui arrive des fois, hein. C'est ça le problème un peu où j'étais avant quand je ne croyais pas du tout aux médecine naturelle. On travaillait beaucoup en médecine sur les symptômes et des fois, c'est nécessaire là, pour un bout de temps, mais on ne peut pas toujours rester comme ça. Donc, c'est un petit peu comme si, par exemple, il y avait le système d'alarme sonne, ça sonne. Et puis là, bien, parce qu'il y a de la fumée à quelque part qui sort, mais le problème, c'est que faut aller chercher où est-ce qu'il y a le feu. Mais nous, ce qu'on faisait avec moi, avec les médicaments, ben, c'est que dans le fond, c'est comme si on enlevait les batteries. Fait que finalement, ben, je sentais plus la douleur, mais le feu n'était pas éteint, là. Le feu était pris. Donc c'est ça, exactement. Il faut aller voir la cause de la cause et c'est ce qu'on fait beaucoup en médecine fonctionnelle. Donc, je me souviens plus pourquoi je disais ça, mais en tout cas, on va voir toutes les choses. L'inflammation, le métabolisme des hormones, la santé intestinale, ça joue sur tout ça, ces petites molécules-là. Alors, on va voir qu'après un peu chaque chose
pourquoi c'est important de bien manger. L'autre chose, la quatrième chose, d'avoir un bon style de vie, pas juste bien manger. La quatrième chose, c'est que j'ai adopté une alimentation biologique et avant, je comprenais pas c'était quoi vraiment. Pourquoi biologique? C'est quoi l'affaire, là? C'est quoi biologique? C'est une pogne ou tu sais? Bon, mais docteur Rodet, c'est un des pionniers dans justement dans l'alimentation, biologique, l'instauration de l'alimentation biologique en France et donc il nous a vraiment bien expliqué et puis, donc j'ai commencé à manger plus de légumes, moins de viande, donc ça me coûtait pas vraiment plus cher nécessairement parce que je mangeais, en fait, des choses moins raffinées. Donc, je faisais le tour de l'épicerie. Je faisais pas les rangées du milieu où est-ce que toutes les choses qui servent à rien. Donc, ça me coûtait finalement moins cher. Puis, je mangeais plus aussi de légumineuses. Donc, je mangeais moins de viande. Donc, il y a façon de répartir ça pour que ça nous coûte moins cher parce que ça vaut tellement cher, en fait. Puis, il faut encourager les fermiers qui se forcent pour faire pousser des choses sans toutes les cochonneries, les pesticides, les insecticides, les herbicides, tu sais, tout le Roundup, toutes ces choses-là qui sont toxiques, qui donnent le cancer, tout ça. On en parle. C'est comme si on fait semblant que ça n'existe pas. Mais il y a plein de gens malades à cause de ça. Donc, j'ai enlevé ça en mangeant biologique. Les engrais chimiques, on a enlevé ça. Les OGM, les organismes génétiquement modifiés. En France, c'est interdit. Pourquoi qu'on accepte tout ici? Ici, on est les champions des organismes génétiquement modifiés. Tout est génétiquement modifié maintenant. C'est rendu complètement épouvantable. Moi, c'est là-dedans que j'ai étudié. Je pensais que c'était pour le bien, mais je trouve que c'est vraiment, on s'en va vraiment dans un endroit où c'est pour le mal. Mais ça, c'est interdit dans les biologiques au niveau des jardins biologiques et voyons, la culture biologique. Alors, ensuite, les hormones de croissance, les antibiotiques, ça, c'est interdit. Donc, les animaux, on ne peut pas leur donner des hormones de croissance. Les antibiotiques, c'est vraiment, là, vraiment, si je pense que certains, peut-être, antibiotiques, si vraiment ça dégénère trop, mais on essaie par plein d'autres procédés, par des plantes et tout. Donc, ça, c'est important parce qu'on développe une résistance aux antibiotiques. Puis à un moment donné, mais là, on le voit, là c'est comme un fléau parce que de plus en plus, les antibiotiques marchent de moins en moins parce que tout le monde développe des résistances aux antibiotiques. Ensuite, les additifs alimentaires, les conservants, les arômes, toutes les choses qui ne sont pas bonnes pour nous et qui détruisent notre santé, on ne peut pas les mettre dans l'agriculture biologique. Dans le fond, ce n'est pas compliqué. L'agriculture biologique, c'est comme on mangeait avant. C'est comme dans l'ancien temps. C'est comme les ancêtres mangeaient, dans le fond. C'est ça qu'on devrait manger. C'est juste naturel. L'agriculture biologique vise à réduire l'exposition aux substances chimiques synthétiques et à promouvoir des pratiques durables pour la santé et l'environnement. Le corps, l'esprit et l'environnement sont indissociables. Ça, là, en médecine naturopathique, on le dit tout le temps, mais je trouve qu'on ne l'enseigne pas assez. Le corps, l'esprit et l'environnement sont indissociables à une bonne santé. Si tu n'as pas un, tu ne peux pas avoir l'autre. Ça ne marche pas. Donc, on n'a pas le choix de faire attention à notre environnement. Et on va avoir justement, je vais en parler tout à l'heure, on va avoir des panels d'experts et c'est la raison pour laquelle dans la formation viscérale, dont je vous parlerai plus tard, que Liliana et moi avons créé, on a mis vraiment les trois avec des experts des trois et vous allez avoir la chance à partir de mercredi de voir le premier panel corps avec des docteurs. Et ensuite, vous allez avoir d'autres experts. On vous donnera les dates plus tard pour le côté esprit et le côté environnement. En fait, moi, je me suis occupée des 3 pour arriver à la guérison et je continue encore je suis vraiment loin d'être parfaite. Mon but, c'est pas de vous montrer que je suis parfaite, je suis zéro parfaite, il y a plein de choses que je fais. L'important, c'est ce qu'on fait 85 du temps. Le reste du temps, bien, des fois, c'est peut-être bon de prendre quelque chose qui est un comfort food, par exemple, parce que ça nous amène d'autres choses. Donc, il ne faut pas virer fou avec ça. Je suis vraiment loin d'être parfaite, mais je sais qu'il y a quelque chose, j'ai une formule qui fonctionne. Puis mon objectif, c'est de toujours être de mieux en mieux. C'est pas d'être parfaite. Donc, l'étape 5, en fait, c'est que je me suis armée et j'ai comblé mes carences. Ça, c'est très important. Très important, la supplémentation haut de gamme. J'ai pris des suppléments haut de gamme. En fait, c'était plus de la nutrition cellulaire. J'ai travaillé, je travaille encore, en fait, d'ailleurs, avec cette compagnie-là qui m'a ouvert les yeux sur plein de choses et qui m'a donné aussi, maintenant, ils sont rendus tellement forts qu'ils travaillent aussi au niveau, justement, je vous parlais de signalisation cellulaire tout à l'heure, les messages envoyés aux cellules. Bon, ça va jusque-là. C'est rendu très, très, très loin maintenant, tout ça. Mais en tout cas, dans ce temps-là, c'était pas tout à fait ça, là. Ça n'existait pas. C'est juste, je voulais combler mes carences en
minéraux, vitamines, antioxydants, parce qu'il y a plein de maladies qui sont des maladies de carence et qui sont causées par des carences. Le manque de vitamine D, c'est pas croyable. Ça devrait être la première chose qu'on vous dit quand on va à l'hôpital ou peu importe, qu'on vous recommande de vérifier votre vitamine D, puis de vous assurer que vous avez assez en tout cas, personne n'en a assez, c'est pas compliqué. Surtout ici, on gèle. Alors, on n'est pas tout nu dehors à midi pendant toute la période de l'hiver. Donc maintenant, là, c'est le temps d'en prendre en plus parce que là, il y a de moins en moins de lumière, de moins en moins d'exposition au soleil. C'est le soleil. Quand on est exposé au soleil, on fabrique la vitamine D. Là, maintenant, on se met de la crème solaire pour ne pas avoir le cancer de la peau. Donc, on diminue, on ne fabrique plus de vitamine D. Donc, c'est important d'en prendre. Et le manque de vitamine D peut être responsable de la sclérose en plaques, le cancer, les maladies, beaucoup de problèmes immunitaires. En tout cas, j'en oublie, là, mais l'inflammation, c'est incroyable, manquer de vitamine D. Les dépressions saisonnières, moi, je faisais toujours des dépressions saisonnières aussi en fait, des déprimes saisonnières. Et puis, quand j'ai commencé à prendre la vitamine D, puis à m'exposer à une petite lumière là, que j'achetais à la pharmacie, la luminothérapie, ça a changé ma vie. Donc, il y avait un biologiste à un moment donné américain que j'écoutais qui travaillait dans les assurances. Lui, il analysait les dossiers d'assurance, les dossiers médicaux pour savoir s'il assurait des personnes très riches ou non. Et puis, lui, ce qu'il disait, c'est que comme dans la médecine traditionnelle, on est tellement formé à diagnostiquer une maladie puis qui correspond à un médicament que, il y a beaucoup de gens qui voyaient, plein de gens qui avaient des diagnostics, mais que c'était juste une maladie de carence finalement. Donc, par exemple, la personne, elle manquait de vitamine D, mais le médecin lui prescrivait, par exemple, je ne sais pas moi, je ne me rappelle plus exactement de ce qu'il disait, mais lui prescrivait, par exemple, je ne sais pas moi, des corticostéroïdes parce qu'il avait mal partout. Donc, le monsieur disait qu'à partir du moment où on voyait que la personne avait cette prescription-là, on savait que 6 ans après, 6 ans et un jour après, je pense, la personne aurait un remplacement d'une articulation. Puis, donc, lui, il disait, dans le fond, la personne n'aurait pas eu besoin de ça, mais on savait que les effets secondaires de ce médicament-là l'amèneraient là. Et puis qu'après, donc la personne, dans le fond, au lieu de prendre la vitamine D au départ, par exemple, elle a pris ce médicament-là, elle a eu des effets secondaires de médicaments, elle a eu un remplacement de hanche, puis il savait qu'après ça, elle aurait probablement une autre maladie parce qu'à cause d'un problème de motilité. Donc, puis il était même capable, semble-t-il, de savoir exactement quelle maladie à peu près, puis quand allait être sa fin de vie. Donc, à un moment donné, c'est lui ce qu'il racontait, c'est qu'il est sorti de ça, là, parce qu'il ne pouvait pas parler à personne, il ne pouvait pas le dire aux gens. Ça l'a frustré, il est sorti de ça. Et donc, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de maladies et on passe complètement à côté parce que c'est des maladies de carence, en fait, entre autres. Et ou des maladies, toutes les maladies dégénératives ne pourraient pas exister sans la présence de stress oxydatif, en fait, et d'inflammation. Et ce qui cause l'inflammation, entre autres, c'est le stress oxydatif, vraiment. Et le stress oxydatif, c'est un peu, justement, là, on voit une tomate qui dépérit. Bien, quand on laisse, souvent, ce qu'on expliquait, c'est quand on laisse une pomme, on la coupe en deux, on la laisse à l'air libre, elle devient brune. C'est comme si elle rouillait. Donc, on rouille par en dedans en vieillissant. Et c'est le stress oxydatif qui provoque le vieillissement prématuré, en fait. Et c'est intérieur, puis ça paraît aussi physiquement. Donc, là, on voit une cellule normale. Ça, c'est nos cellules. Et puis, la cellule, elle est attaquée par des radicaux libres. Des radicaux libres, c'est un peu comme des substances ou des molécules qui sont provoquées par la pollution, le stress, tout ce qu'on vit, en tout cas, qui n'arrête pas d'augmenter. Et puis, les radicaux libres nous attaquent à chaque jour et ça, c'est normal. Mais là, ça n'arrête pas d'augmenter et ce qui nous protège de ça, c'est les antioxydants. Donc, c'est un peu comme si on prend un foyer et puis il y a du feu. Puis là, il y a un tapis en avant, puis les fenêtres sont ouvertes. Puis là, les tisons sortent. Les tisons, ce serait les radicaux libres. Ils sortent sur le tapis. Un tison, deux tisons, trois tisons. À un moment donné, le feu pogne. Les antioxydants, c'est un peu ce qu'on retrouve justement dans tous les fruits, les légumes colorés. C'est pour ça qu'on vous dit d'en manger beaucoup. Bien, c'est comme si on mettait des portes. Ça représente les portes. Donc, quand on dégénère, les antioxydants, voyez-vous, la cellule dégénère, la communication se fait moins bien au niveau de la cellule, entre les cellules, les messages qu'on reçoit des aliments se font moins bien, tout ça. Et on dégénère, maladie dégénérative. Ça veut dire que
on ne sera pas capable de s'en sortir avec une maladie dégénérative. On n'est pas supposé de guérir d'une maladie dégénérative. On dégénère tout le temps. OK? Donc, d'où l'importance de connaître la médecine intégrative pour être capable justement hein, d'aller là, ici, puis d'aller justement combler les carences, entre autres. Et la médecine intégrative, ben, c'est ce qu'elle fait. C'est une médecine de cœur. C'est une médecine qui combine les deux médecines. J'ai eu la chance d'aller justement à l'hôpital, le plus gros hôpital intégratif au monde, où tous les médecins sont aussi formés en médecine fonctionnelle et holistique. Et là-bas, quand je suis allée, c'était incroyable. On me prenait, quand j'étais malade, ils m'ont vu malade là-bas aussi, je suis allée, tout ça. On me prenait, puis là, on me faisait passer tous les tests inimaginables, habituels et plus. Et puis, j'avais un psychologue, j'avais un professeur pour m'aider à m'entraîner, à bouger. J'avais un nutritionniste, j'avais un médecin traditionnel, naturellement. J'avais un chiro, j'avais un dentiste holistique. Il y avait toute une équipe qui était là pour moi. Et cette équipe-là me montrait aussi comment changer mes habitudes. Mais cette équipe-là se rencontrait tout le temps pour chacun des patients ensemble, pour travailler ensemble. C'est ça la médecine intégrative. Tout le monde disait leur point de vue, puis après ça, ils faisaient un plan de match pour le patient ensemble, puis pour lui montrer ce qu'il devait changer. Ils nous enseignaient comment changer des choses, des nouvelles habitudes à prendre, etc., etc., etc. Donc, on partait avec des médicaments, mais on partait aussi avec des suppléments et bien plus. Et dans la formation viscérale, justement, j'ai engagé un professeur qui a travaillé pendant des années là-bas. Elle a été chef de plusieurs départements, Dr. Élise Dubois. Donc, elle est extraordinaire. Elle enseigne super bien. Donc, elle va venir enseigner un peu, pas mal de ce qu'elle sait. Donc, la citation d'Hippocrate, hein? Primum non nocere. Ça signifie quoi? D'abord, ne pas nuire. Donc, c'est l'un des principes fondamentaux de la médecine éthique. C'est ça qu'on devrait, en fait, toujours faire. Et ça, c'est possible quand on combine les deux médecines ensemble. D'abord, ne pas nuire. Dans la pyramide que je vous ai montrée, d'abord, ne pas nuire, bien, ça serait de commencer par en bas jusqu'en haut. En haut, c'est en dernier recours, pas en premier recours. Ce principe souligne l'importance de s'assurer que les interventions médicales ou thérapeutiques ne causent pas de tort aux patients. Avant d'apporter une solution, il faut d'abord veiller à ne pas aggraver la situation ou provoquer des effets secondaires nocifs. En naturopathie, ce principe se traduit souvent par l'utilisation de traitements doux, naturels et peu invasifs pour respecter le corps, pour respecter les processus de guérison naturelle du corps. Hein? Donc, c'est vraiment ça. Ça a tout changé ma perception, en fait, parce que c'est vraiment ça. Maintenant, la 6e étape. On vient aux étapes. OK. J'ai tué la bébête à sucre. Ça a été une des choses les plus importantes que j'ai faites parce que j'étais droguée au sucre. En fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, je manquais de magnésium, fait que je mangeais toujours du chocolat, mais du chocolat, il y a du sucre, donc j'avais toujours des rages de faim. J'étais toujours fatiguée. Et puis, il y a eu des expériences qui se sont faites. Je vais essayer d'accélérer un peu parce que je prends un petit peu trop mon temps. Il y aura des questions. Il y a eu des expériences qui se sont faites sur des rats ou des souris et qui ont prouvé qu'elles étaient plus addictes. Elles étaient plus addictes, voyons. Comment est-ce qu'on dirait ça? Le mot me manque. Vous comprenez ce que je veux dire? Elles étaient plus droguées, en fait, euh, au sucre qu'à la cocaïne. C'était plus difficile de les sevrer du sucre que de les sevrer de la cocaïne. Et Dr. Hyman, qui est un des pionniers de la médecine fonctionnelle, dit que le sucre est 8 fois plus addictif, je ne sais pas si c'est un mot français, que la cocaïne. Donc, tout le monde prend plein de sucre. On a diminué les gras parce qu'on disait que c'était pas bon de manger des gras, mais on a rajouté du sucre. Et le sucre, c'est pas juste le sucre, là, tu sais, le sucre en poudre, là. Non, non, ça va beaucoup plus loin que ça, puis je vais vous en parler tout à l'heure. Donc, aussi, le sucre fait chuter la réponse immunitaire. Ça veut dire que plus tu manges du sucre, c'est prouvé tout de suite après que tu as mangé du sucre, là, ton système immunitaire commence à être moins efficace. Puis ça dure longtemps, là, ça peut durer longtemps.
OK? Donc, après 5 heures, ça continue encore. Pas aussi fort, mais ça continue encore. Donc, les cellules qui veulent te défendre, ben, ils sont moins efficaces. L'autre chose aussi, docteur Pearl Mutter. Je pense que je le dis bien, je ne dis jamais bien son nom. David, c'est un neurologue américain de renommée, là, vraiment. Il a écrit plein de best-sellers. Et lui le dit, le crie, il comprend maintenant que une des grosses causes de l'Alzheimer, de la schizophrénie, de l'autisme, des dépressions, du Parkinson, j'en oublie, là, plein de maladies neurologiques sont attribuées au sucre, au gluten et aux céréales, aux glucides raffinés. Donc, on parle même maintenant Alzheimer, on commence à appeler ça diabète de type 3. Hein. Donc, c'est pas rien là, ce qu'on apprend. Donc, c'est tout, en fait, c'est des choses qui sont intéressantes parce qu'on commence à voir qu'on a un pouvoir sur ces maladies-là dont on avait peur. Vraiment un grand pouvoir. Et là, ici, j'arrive à parler de l'indice glycémique. L'indice glycémique des aliments, justement, parce qu'on pense que c'est juste quand on prend du sucre comme ça là, que c'est grave. Non, c'est pas ça. Il y en a partout. Par exemple, moi, avant, je pensais que j'étais en santé, puis je prenais un bon jus d'orange le matin. Puis on nous disait de prendre un bagel, saumon fumé avec un bon jus d'orange, puis peu importe. Et puis là, je commençais la journée par ça. Bon, en plus qu'il y a plein de gluten dans le bagel, mais oublie le gluten, je prenais un bagel et juste oublier le bagel même, juste un jus d'orange. Je prenais le jus d'orange. Eh bien, le jus d'orange, ça fait monter la glycémie. Là, on voit le pic rouge, là, ben, ça serait de prendre le jus d'orange le matin. Peu importe quel genre de jus d'orange, le jus d'orange le matin va faire libérer le taux du sucre trop rapidement dans le sang. Donc, ça va créer un pic de sucre. Alors que si on mange l'orange avec ses fibres et tout, bien, voyez-vous, ça représente la ligne orange. Donc, ça ne va pas créer de pic de sucre dans le sang. Donc, le matin, c'est mieux de manger une orange que de prendre un jus d'orange. Parce que quand on crée des pics de sucre dans le sang, on crée l'inflammation. Et aucune maladie dégénérative ne pourrait exister sans la présence d'inflammation. Donc, très rapidement, là, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, là, ça fait quasiment 1 heure que je parle. Donc, très rapidement, juste pour vous parler de l'indice glycémique, on l'apprend dans les cours, c'est qu'on a mesuré, en fait, à quel point un aliment fait monter la glycémie rapidement. En gros, c'est ça. Et on a attribué un chiffre. On a comparé ça avec le sucre et on a donné un chiffre à ces aliments-là. Et plus c'est haut, bien, plus ça donne des pics de sucre. Hein. On voit aussi les aliments raffinés là en haut, hein, c'est proche du sang, proche du sucre directement. Et plus c'est bas, bien, plus c'est correct pour la santé. Donc, quand je prenais mon jus d'orange puis mon bagel, bien là, au début, ça commençait à créer un pic de sang. Mais qu'est-ce qui arrive une demi-heure, 1 heure après? C'est qu'une demi-heure, 1 heure après, je tombais en manque d'énergie, en hypoglycémie. Parce que pourquoi? Parce qu'on parlait tout à l'heure des aliments qui donnaient des réactions, qui étaient des messages. Parce que ça, automatiquement, l'insuline était sollicitée, était réveillée parce que l'insuline, son rôle, c'est de rétablir le taux de sucre dans le sang. Donc, elle a dit, OK, il ne peut pas avoir de pic de sucre. Là, elle arrive en train, puis elle se dit, moi, il faut que j'aille chercher ce sucre-là, puis il faut que j'aille l'amener aux cellules musculaires, aux mitochondries, les usines d'énergie pour transformer ça en énergie, puis ça presse. Fait que là, elle fait ça. Mais le problème, c'est que quand on tombe en bas, on est fatigué. Fait que là, on va chercher encore du sucre pour être capable de se remonter ou un café, ou on passe nos journées comme ça dans les montagnes russes. À un moment donné, les cellules musculaires, ils disent, on ne veut plus rien savoir, on ferme nos portes, ça arrive trop souvent. Donc, l'insuline, elle, il faut qu'elle aille porter tout ce surplus de sucre-là. Donc, qui est assez généreux pour vouloir toujours recevoir le sucre en surplus? Les cellules graisseuses. Donc, on se met à grossir et les cellules graisseuses, surtout au niveau tronculaire, au niveau du tronc. Donc là, on se met à grossir, à prendre du poids parce qu'on est dans les montagnes russes. On commence la journée avec un repas à indice glycémique élevé. Fait qu'on passe notre journée dans les montagnes russes. Puis, le problème, c'est que ça crée des fringales. Quand on est en bas, on a faim. On a faim, on a des rages de faim. C'est pas émotionnel, on a des vraies rages de faim. Et c'est comme de la drogue. Donc ça, quand on passe notre journée dans les montagnes russes comme ça crée de l'inflammation et ça crée plein de problèmes au niveau de la santé. Donc, le but, c'est de rester dans la zone, de ne pas sortir des 2 lignes. Manger de façon à ne pas sortir des 2 lignes. Donc, quand on est toujours comme ça, comme moi j'étais avant, mes amis riaient de moi parce que
n'importe quoi. Je mangeais quelque chose, j'allais me coucher sur le divan, je les laissais tomber, ils continuaient leur party, moi, j'étais plus capable. Donc, j'ai développé un phénomène de résistance à l'insuline. Donc, quand les cellules veulent plus rien savoir des muscles, puis là, ils se disent: «OK, on va stocker en gras», puis bon. Donc, moi, j'étais pris là-dedans, puis les rages de faim, puis la prise de poids, puis toutes ces choses-là. Donc, en plus, le problème, c'est qu'au début, ça fait ça, mais après ça, on commence pas seulement à graisser, mais on commence à avoir, de l'hyperglycémie. Puis après ça, bien souvent, ça finit par du cholestérol. Après ça finit par du diabète, puis après ça, des maladies cardiovasculaires. Mais là, c'est comme si on traite chacune des maladies avec des médicaments différents, alors que c'est une même maladie, je parle du diabète de type 2, qui évolue dans le temps et qui mène au diabète de type 2. Donc, au moins, en apprenant tout ça, moi, j'ai appris tout ça, fait que maintenant, je mange un indice glycémique bas. Donc, par exemple, je ne sais pas moi, au lieu de manger du riz jasmin, du riz blanc, vraiment jasmin, je mange du riz basmati, qui est plus un indice glycémique bas. Mes pâtes sont changées, tout est changé comme ça, c'est super bon, mais c'est juste qu'il faut le savoir. Euh, L'étape 7, j'ai pris soin de mon intestin et de mon microbiote. Le microbiote est extrêmement important pour la santé. On en entend de plus en plus parler. On ne peut pas l'ignorer. Et l'intestin, et là, je vais vous expliquer rapidement quelque chose aussi. Time Magazine disait, il y a quelques années, l'inflammation chronique est à l'origine de presque tous les processus de maladies connus par l'humain. De la prise de poids, pas d'inflammation, pas de prise de poids, pas d'obésité, pas de maladie cardiovasculaire, pas de troubles auto-immuns, pas de lupus, pas de sclérose en plaques, toutes les maladies dégénératives ne pourraient pas exister sans la présence d'inflammation. Cancer, etc. Problème de peau, toutes les maladies dégénératives ne pourraient pas exister sans la présence d'inflammation. Donc, la logique, c'est quoi? La logique, c'est pas d'enlever les batteries. La logique, c'est d'éteindre le feu. Donc, d'éteindre l'inflammation, d'avoir un style de vie anti-inflammatoire. Donc, comment on fait pour avoir un style de vie anti-inflammatoire? Pour pas que la maladie puisse, on parle de terrain en naturopathie, le terrain, c'est notre corps, pour pas que la maladie puisse s'installer dessus. Bien, on va voir ça. C'est tout ce que je vous ai dit à date, c'est un style de vie anti-inflammatoire. Donc, qu'est-ce qui cause l'inflammation aussi? En fait, de plus en plus, on en entend parler. Avant, on riait de ça. Maintenant, il y a un prix Nobel là-dessus, qui travaille là-dessus. L'intestin poreux, le leaky gut et l'inflammation. Donc, c'est quoi? En fait, c'est que, par exemple, quand on prend du gluten, par exemple, quand on prend la caséine du lait, mais du lait A1, ça, c'est une autre chose dont je devrais vous parler, mais en gros, du lait ordinaire. Il y a des vaches qui, génétiquement, ont du lait A2. Ça, c'est comme les ancêtres, les anciennes vaches. Il y a des éleveurs maintenant qui se spécialisent là-dedans aujourd'hui, qui ne vont pas causer l'inflammation comme les vaches qu'on a aujourd'hui, qu'on connaît. Les gens ne se sentent pas bien, puis tout ça, puis ils pensent qu'ils sont intolérants au lactose. Mais dans le fond, le problème, ce n'est pas vraiment le lactose, c'est la caséine du lait qui donne plein de problèmes. Et c'est des problèmes, ça peut donner des problèmes graves. Donc, c'est des vaches qui ont subi avec les années des modifications génétiques qui font de la bêta-caséine A1 au lieu de A2. Et c'est ça qui donne des problèmes. Et puis, je vais vous expliquer, ça donne l'inflammation, ça donne des problèmes. Je vais vous expliquer ce que ça fait. Les sucres, les OGM, les stress, les médicaments, certains médicaments, comme par exemple les anti-inflammatoires non stéroïdiens, même les corticostéroïdes, les inhibiteurs de protons pour comprendre pour les problèmes d'estomac, tout ça. En tout cas, il y en a d'autres. Certains médicaments font ça aussi, les métaux lourds. En tout cas, il y a plusieurs choses qui vont faire qu'on arrive à ça. Et les gens ne savent plus qu'est-ce qu'ils ont. Ils ont mal partout. Ils ont plein de sortes de diagnostics. Mais dans le fond, quand ils règlent ça, ils sont corrects. Donc, moi, j'avais ce problème de leaky gut-là. J'avais de la dysbiose. C'est pas surprenant avec tous les médicaments que j'ai pris, puis avec tout le style de vie que j'avais, puis les stress que j'ai eus. Puis en fait, tout ce qu'il fallait faire pour avoir ça, je l'ai fait sans le savoir. Et donc, ce que c'est dans le fond qu'on voit, ça, c'est comme les cellules de l'intestin. Les cellules de l'intestin sont supposées être très, très, très serrées et en fait, doivent à peu près rien laisser passer, sauf qu'est-ce qui doit passer puis se retrouver dans le sang. Parce qu'en dessous, ce qu'on voit, là, c'est le sang. Et le problème, c'est qu'à force d'être en inflammation, puis à force de être exposé à ces substances-là, les cellules qui étaient serrées, les jonctions serrées qu'on appelle, qui tenaient les cellules serrées, bien, ils commencent à être lousses. Et puis là, c'est comme si notre intestin devient comme une passoire. Et puis là, ça, on appelle ça l'intestin poreux, le leaky gut.
hein. Donc là, ça laisse passer à peu près n'importe quoi, le gluten, les mauvaises bactéries, les toxines, toutes sortes de choses qui ne devraient pas se retrouver là. Et quand ça se retrouve dans le sang, le problème, c'est que là, ça crée des le système immunitaire, il ne le reconnaît pas. Fait que là, il l'attaque. Fait que là, ça crée des anticorps avec l'antigène, avec, par exemple, le gluten. Ça crée des complexes humains puis que le corps veut se débarrasser, mais il ne sait pas comment s'en débarrasser, fait qu'il va le porter des fois dans les articulations, ailleurs. Donc, il y a des gens qui ont des brain fog, comment est-ce qu'on appelle ça en français? C'est ils sont pas capables de se concentrer. Moi, ça me fait ça aussi, là, si je mange ces choses-là, là. Euh, c'est comme si j'ai un nuage dans ma tête, là. J'ai de la misère à me concentrer, mes idées ne viennent pas. Ce soir, je suis correcte. Mais il y a des fois là, que c'est pas drôle, hein. Puis mon père était pareil, là, des fois, mon Dieu, c'est comme un homme super intelligent, puis des fois, il se mettait Donc, dans ma famille, on a beaucoup ça, là, beaucoup de problèmes d'intestin. Et donc, c'est ça. Et puis moi, j'avais mal partout, 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 partout. J'avais des migraines, j'avais mal partout, mais j'ai l'intestin poreux. Donc, le problème, c'est que quand ces complexes humains-là vont se loger à quelque part, ça crée de l'inflammation. Puis là, ça commence à faire du tort à l'endroit où sont logés. OK? Donc, c'est une des choses que j'ai réalisées, que j'ai su, que j'avais et dont je me suis occupée, en fait. Donc, j'ai vraiment travaillé à réparer mon intestin et il y a différentes façons de faire pour ça. Donc, si j'en parlerai pas 3000 ans, c'est écrit. Ensuite, le microbiote est extrêmement important. Maintenant, on est en train d'appeler ça, de dire que nommer ça un organe, tellement que c'est important, le microbiote. Dans le fond, ce que vous avez le plus, c'est pas de votre ADN, c'est l'ADN de quelque chose qui ne vous appartient pas, de vos bactéries qui vivent en symbiose avec nous, dans le fond. Et les bactéries, on réalise qu'il y a un rôle extrêmement important à jouer. Hippocrate disait que toutes les maladies partaient de l'intestin. Dans le fond, il avait raison. Donc c'est ça. Le microbiote est très, très important aussi pas juste pour le système immunitaire, on dit le deuxième cerveau aussi, parce que justement, souvent, les neurotransmetteurs, ce qui nous rend heureux, la sérotonine, toutes ces choses-là, on pense que c'est fabriqué dans le cerveau, mais c'est fabriqué en grande partie dans les intestins et c'est envoyé au cerveau. Donc, c'est très, très important d'avoir des bonnes bactéries. Les bonnes bactéries ont un gros rôle à jouer sur plusieurs points pour le système immunitaire aussi, pour plein de choses. Et puis, donc, quand on est moi, j'étais en dysbiose, les bactéries étaient vraiment, c'était les mauvaises bactéries qui avaient pris le dessus. Donc, ça aussi, ça crée l'inflammation, puis ça crée des problèmes justement au niveau de l'équigote, d'intestin poreux. Donc, c'est ça. Donc, plusieurs personnes sont aux prises avec ces problèmes-là. Donc, c'est important pour moi de retrouver l'équilibre. Encore une fois, je suis encore en train de travailler là-dessus pour aller encore de mieux en mieux parce qu'on découvre toujours de plus en plus de choses dans la littérature scientifique. Donc, j'essaie de me mettre à jour. Donc, ici, on voit tout ce qu'on peut faire pour ça. Ensuite, la huitième étape, ben, naturellement, c'est logique parce que quand on a des toxines on ne veut pas en prendre de l'intérieur, ben, on ne veut pas en mettre sur notre peau non plus. On ne veut pas en avoir dans notre environnement non plus. Je parlais tantôt, je disais tout à l'heure, je parlais des perturbateurs endocriniens, mais on va le voir dans le côté, le panneau sur l'environnement. En plus, par exemple, dans les plastiques, moi, quand mes enfants étaient jeunes, je leur donnais des jus avec un plastique, une fine main de plastique, là, les jus de pommes, les jus de ci, de quoi. Mais dans les plastiques mous, c'est ça le problème, c'est qu'il y a des substances qui sont des xénoestrogènes, qui agissent comme des estrogènes. Et quand on travaillait au niveau du cancer, on disait que toutes ces substances-là qui agissent comme ça, bien, dans le fond, c'est comme si un peu ils nourrissent, entre guillemets, des cancers hormonodépendants. Là, je vous parle vraiment là, de façon très basic, là. C'est juste en gros pour vous montrer que c'est pas bon du tout pour la santé. Donc, il faut vraiment faire attention à toutes ces choses-là. Les ustensiles de cuisine, tout ce qu'on met sur notre peau qui contient des parabènes, tout ce qu'il y a dans les produits ménagers aussi. Il y a plein de choses qui peuvent, les pesticides, les insecticides, plein de choses dans les cosmétiques. Il y a plein de choses qu'on peut changer. On n'a pas besoin de tout changer. Moi, je ne suis pas parfaite encore. J'ai vraiment pas tout changé. Mais justement, je veux tout changer, jusqu'aux matériaux de ma maison. Donc, c'est pour ça que dans la formation viscérale, on a des experts de ça aussi qui nous montrent comment améliorer notre sort à ce niveau-là aussi.
Donc on voit qu'est-ce que, les perturbateurs endocriniens peuvent faire, sur quoi, ils peuvent agir, donc et bien plus. Et l'étape 9, eh bien, j'ai commencé à faire des détox. Commencé à faire des détox à chaque année au moins, pour vraiment m'aider à éliminer moi j'avais aussi des métaux lourds, donc vraiment m'aider à éliminer toutes les toxines, les métaux lourds, toutes les choses que les en fait, tout ce qui me polluait à cause de l'extérieur et tout ce qui est polluant de l'intérieur. Donc, en naturopathie, on fait vraiment la différence. Il y a vraiment 2 sources de polluants. On en parlera dans les cours, mais tout ça nous affecte et il faut de temps en temps faire un genre de grand ménage. Donc là, ici, on voit la pyramide parce que souvent, on mange de plus en plus cru quand on fait, les détox. On avait un programme détox qu'on a arrêté. En fait, tous nos programmes, on les a arrêtés parce qu'on donnait des programmes, Liliana et moi, en ligne pour aider les gens, des programmes 21 jours ou 28 jours pour aider les gens justement à changer leurs habitudes. Et là, on a arrêté tout parce que, on voulait vraiment bien s'occuper de l'académie, mais éventuellement, on va les remettre. Donc, la détox faisait partie de ça aussi. Beaucoup d'aliments vivants, on apprenait aussi, le brossage de la peau, le système lymphatique, plein de trucs, plein de choses incroyables. La dernière chose, étape 10, la croissance personnelle et spirituelle. Ça, c'est quelque chose qui m'a fait grandir, qui m'a tellement aidée. Puis, c'est quelque chose de tellement important. C'est pour ça aussi que dans la formation viscérale, on a encore mis des spécialistes au niveau de la croissance personnelle pour vraiment c'est important, je pense, qu'on soit tous sur notre X dans la vie. On a tous des souffrances, mais ces souffrances-là peuvent toutes servir à nous mettre moi, je pense que ces souffrances-là nous servent à notre mission de vie, à nous mettre sur notre X dans la vie. Je pense que c'est important. Puis, vous allez comprendre que être dans notre pourquoi, être dans notre mission de vie, se lever le matin, puis savoir pourquoi on se lève, ça a une grosse influence, conséquence, beaucoup de conséquences sur notre santé. On va le voir un petit peu plus tard. Donc, en gros, si vous voulez prendre une photo, c'est le temps. C'est ça que j'ai fait en gros pour me guérir et ça a vraiment marché et je continue aujourd'hui avec la science qui évolue à rajouter des choses. On parle beaucoup de biohacking, de piratage du corps. Vous allez en entendre de plus en plus parler. Les gens ont décidé de prendre leur santé en main. Ils se prennent des applications, ils mesurent tout. On sait maintenant, la science nous montre qu'est-ce qu'on doit faire pour aller mieux. Donc, les gens commencent à tout mettre ça en application. On parle beaucoup on se plonge dans l'eau gelée, dans l'eau froide. Moi, je prends une douche chaude, puis après ça, je prends une douche gelée. Ça, j'ai appris ça justement à l'hôpital où je vous disais, l'hôpital intégratif où je vous disais il y a des années, marcher nu-pieds dans le gazon, des bains de forêt, prendre des bains de forêt, c'est important, extrêmement important. C'est toutes des choses prouvées scientifiquement. Ça a une différence au niveau des maladies cardiovasculaires, au niveau du système immunitaire. C'est incroyable. C'est les médecins japonais qui ont commencé ça. En tout cas, on a tellement de choses à vous dire. Mais je ne sais pas s'il y a des gens qui ont écouté ici les ondes bleues à Netflix, un documentaire à Netflix. Qui montre, en fait, ce monsieur-là, là, Dan Buttner, c'est un homme qui est allé, qui travaillait dans National Geographic. Ça fait des années qu'il travaillait à rechercher qui vivait le plus longtemps possible sur la planète en santé. Parce que vivre longtemps, c'est bien beau, mais le problème, c'est qu'on dépérit de plus en plus jeune. Donc, on ne veut pas ça. Les soins palliatifs commencent de plus en plus jeunes, là, même si ça n'a pas de sens. Donc, lui, il voulait savoir c'était quoi la recette des gens des centenaires, là, tu sais, genre, il y avait des centenaires tout le temps dans ces endroits-là, puis c'était normal de fêter 100 ans, là. Puis en santé, là, ils étaient super actifs, ces gens-là encore. Donc, c'est vraiment bon, vous l'écouterez. Et en gros, les critères, ben, ces gens-là, ils ont une alimentation saine et naturelle. Ils ont gardé la façon de cuisiner, la façon de cultiver. Ils ont tout un jardin. Ils habitent tous dans la nature ou bien dans la forêt, en campagne ou en forêt. Ces gens-là, ils ont gardé les anciennes coutumes, les anciennes façons de faire. Ils mangent des aliments purs et puis même qu'ils regardent ce que leurs animaux mangent. Eux, ils pensent que c'est pour le goût, mais c'est important que leurs animaux mangent des choses saines parce qu'ils trouvent que ça goûte meilleur. Mais dans le fond, c'est extraordinaire parce que c'est pas dans eux. Je veux dire, ce que l'animal mange, s'il mange, c'est juste du bon qu'il mange. Donc, dans le fond, tous les polluants, toutes ces choses-là, ils n'ont pas ça, ils n'en veulent pas. Ils continuent à faire des fermentations, ils continuent à cuisiner comme avant, manger des choses complètes, avoir beaucoup de, mettons, le pain, ils vont faire du levain. Tout est différent,
mais comme dans l'ancien temps et ils sont heureux. Ils sont aussi, très actifs, mais beh, de façon modérée, mais actifs dans le sens qu'ils s'en rendent pas compte. Ils travaillent dans le jardin. Ils sont souvent dans des montagnes, fait qu'ils vont monter, ils vont monter, ils vont continuer leur style de vie et ils ont une forte connexion sociale. Donc ils rencontrent leurs amis régulièrement et ils prennent un verre de vin à tous les jours, à peu près toutes les communautés prennent un verre de vin à tous les jours avec leurs amis. Pas 20 verres de vin, un verre de vin à tous les jours avec leurs amis, ça fait partie du social, sont heureux, sont en santé, sont bien, leur famille, ils sont proches de leur famille, ils ont une vie, ils ont tous une vie spirituelle forte et c'est prouvé que ça peut allonger la vie de 4 à 14 ans. Maintenant, on est capable de mesurer aussi, au niveau génétique, au niveau de nos chromosomes, maintenant, on est capable de mesurer nos télomères. Les télomères, ça équivaut un petit peu comme quand on a des lacets puis qu'on aurait les petits bouts de plastique au bout, là. Ça équivaudrait aux petits bouts de plastique. À force de vieillir, ils s'usent, mais quand ils sont neufs, ils sont plus longs. Donc, les télomères, nous aussi, c'est la même chose. On est capable de voir à quel point ils sont usés, mais la bonne nouvelle, c'est que maintenant, quand je vous parlais de biopiratage, biohacking, c'est qu'on est capable de les rallonger en changeant notre style de vie. Donc, même si on vieillit, hein, par exemple, même si moi j'ai 57 ans, ben, en appliquant ça, je pourrais, en me faisant tester, par exemple, je ne sais pas, avoir 37 ans d'âge. Donc, c'est ça qu'on est en train de découvrir aujourd'hui. La science est rendue vraiment, vraiment avancée. Aussi, tout à l'heure, quand je vous parlais de sens de la vie, c'est important, la raison d'être, la spiritualité, tout ça. C'est pour ça, parce que voyez-vous, ça peut allonger la vie de 4 à 14 ans. Et puis le sens de la vie, l'ikigai. Et c'est pour ça qu'on a un cours de ça dans la formation viscérale. On vous met vraiment sur votre raison d'être. Eh bien, ça peut allonger la vie de 7 ans, imaginez-vous. C'est incroyable parce qu'on est fait pour ça. On est fait pour vivre longtemps en santé. Dans le fond, tout ce qui nous tue, c'est tout ce qui a été rajouté ou tout ce qu'on manque maintenant et tout ce qu'on ne fait plus maintenant. Hein, on est sur les écrans puis tout ça, puis c'est correct. Mais il faut aussi aller dehors, il faut aussi s'occuper des gens qu'on aime, il faut aussi aller voir nos amis, il faut prendre le temps de vivre et il faut avoir une raison de vivre. Et, et donc, un régime naturel reposant essentiellement sur des produits agricoles peu transformés. Contrairement à nous, que 80 de notre alimentation est transformée, eux, c'est très rare qu'ils mangent des aliments transformés. Donc, moi, mon rêve, en fait, quand j'ai vu ça, j'ai compris que zone de mieux en mieux, en fait, moi, j'avais appris, nous, on avait appelé ça zone de mieux en mieux parce qu'on voulait que nous, on était rentrés comme dans une zone où on avait appris plein de choses, puis c'est comme si on rentrait dans une machine, puis le produit brut était amoché, puis le produit fini était de mieux en mieux. Donc, après ça, quand on a vu, tout ce qui sortait sur les zones bleues, ben nous, on aimerait, dans le fond, que Zone de mieux en mieux, les gens qui font partie de la communauté Zone de mieux en mieux fassent partie d'une zone bleue, deviennent la nouvelle zone bleue, peu importe où ils se trouvent sur la planète, c'est pas juste une place sur la planète, mais peu importe, on est tous ensemble, on fait tous la même chose et puis qu'on devient la première zone bleue internationale. Donc ça serait maintenant un de mes objectifs et un de mes rêves. Donc, avant de répondre aux questions, j'aimerais vous dire, faire l'annonce que, il va y avoir justement le prochain, mercredi soir, le 25 septembre, j'espère que vous êtes inscrits, ne manquez pas. Vous allez avoir accès à mes profs, les docteurs et justement, Liliana et docteur Élise Dubois. C'est 2 personnes qui m'ont aidée aussi à travers la maladie et docteur Christiane Martel, une personne extraordinaire que j'ai rencontrée aussi, à travers du développement personnel et à travers des cours sur, les habitats écologiques. Donc, on est vraiment tous dans le corps, esprit, environnement et puis, vous allez pouvoir aussi avoir accès à ces personnes-là et leur poser vos questions. Donc, là-dessus, j'aimerais, terminer, et juste avant de répondre à vos questions, j'aimerais vous dire qu'il y a des gens qui sont là parce que, ils voulaient apprendre plus sur la santé. Il y a d'autres gens qui sont là, parce qu'ils sont malades et il y a d'autres gens qui sont là parce qu'ils voudraient apprendre et faire une carrière, dans les médecines naturelles. Eh bien, tout ce dont je vous ai parlé, c'est ce que vous allez apprendre et encore plus en profondeur et avec toutes les nouvelles recherches scientifiques qui se font et tout ce que les gens font aussi dans la zone bleue comme dans l'ancien temps parce qu'on veut vraiment c'est important pour nous de combiner les 2 pour, nous amener vraiment, au meilleur des 2. Et je pense que c'est vraiment le temps de faire le shift et vous, les personnes qui voulez,
justement étudier ça. Vous allez devenir naturothérapeute et puis vous allez devenir des agents de changement dans votre environnement. Donc, vous allez vraiment faire une différence. Puis moi, je crois qu'on peut tous faire une différence ensemble. Vous allez devenir des influenceurs qui vont influencer d'autres gens à changer. Vous allez tendre la main à des gens, vous allez partager vos témoignages à des gens pour que les gens fassent le même shift qu'on a fait vers la santé. Donc, je pense que maintenant, dans les années d'aujourd'hui, c'est le temps qu'on devienne autonome face à notre santé. C'est le temps, on a de la misère à avoir un médecin. C'est le temps que les médecins et les naturopathes et les médecins de médecine fonctionnelle se regroupent, qu'on travaille pour le bien de l'humanité et qu'on fasse une différence dans le monde. Donc, c'est mon message. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté.